Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une analyse du marché. On va se concentrer sur pas mal de cryptos, enfin pas mal, surtout les cryptos qui m'intéressent dans l'élaboration de ma stratégie pour les prochaines semaines, les prochains mois. Vous allez voir, elle est très simple, un peu comme j'ai pu vous le montrer ces derniers mois. Donc le but, c'est de vous montrer un peu les cryptos qui m'intéressent en ce moment, pourquoi celle-ci m'intéresse et comment je vois la suite, comment je souhaite rentrer en position, tout simplement. Donc, alors, on va commencer quand même par une analyse sur le BTC et ensuite je vais rentrer sur l'élaboration de cette stratégie qui, vous allez voir, est très simple sur ma manière de fonctionner. Alors, au niveau du BTC, hier, on a eu quand même une clôture que je n'aime pas. On a eu une tentative de break ici par le haut. Enfin, on a poussé, on a été chercher la résistance et assez rapidement, on a eu ici une réaction vendeuse avec une session US qui était clairement baissière. On est revenu chercher notre extrémité basse, là, le niveau des 102 400 $ qui est presque notre bad range. Donc on y va tout simplement doucement chercher cette zone de localisation avec un momentum qui n'est pas spécialement fort, hein. Si on regarde le momentum vendeur en mettant par exemple un indicateur comme le MACD, et bien on voit qu'on n'a pas un fort momentum. On a eu ici un momentum très baissier, mais on voit qu'on a ici un affaiblissement et on pousse à la divergence haussière. Alors, elle n'est pas validée pour le moment, mais on voit qu'on est ici dans cette contraction sur le MACD. Hop, on le voit bien ici. Tac. Des creux de plus en plus haut, des sommets de plus en plus bas. Ça nous indique que le marché se cherche. On est dans une phase d'indécision, une phase de latéralisation. Et vraiment, les breaks des pressants creux ou des pressants sommets vont être un signal assez important. Si on commence à s'installer, comme je l'ai dit, sous les 100 000 $ ou aller chercher au-dessus des 109 000 $, ça serait quand même un signal assez fort sur le marché. Au vu de la volatilité, je pense que le prochain mouvement, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier, on a un affaiblissement de la volatilité. En témoigne cet indicateur qui nous permet de mesurer la volatilité. En général, quand on a un flash violet, c'est qu'on peut s'attendre à un gros mouvement. On le voit bien à chaque fois qu'on a un flash violet, historiquement sur le BTC, c'est qu'on a un gros mouvement qui arrive. Voilà, on voit bien ici un gros trou au niveau de la volatilité. Au moment où on a regagné de la volatilité, et ben, on a eu une forte baisse. Et c'est assez souvent le cas, hein, sur le BTC. Voilà, on le voit ici. Hop, faible volatilité. Au moment où ça a repris, on a pris un moins 10, moins 15%. Ici, faible volat. Et hop, on est reparti. Bon, en tout cas, c'est un indicateur que moi, j'aime bien utiliser pour mesurer tout simplement est-ce qu'on est dans une phase où, attention, le marché risque de revenir avec un plus fort momentum. Donc voilà, moi, c'est ce que je surveille. Pour le moment, je reste patient. Ma stratégie reste la même. Je suis méfiant. Je suis méfiant sur le marché, je prépare ma stratégie comme je vous l'ai dit. Pour moi, on est dans une période où il faut se préparer pour la suite, il ne faut pas être là dans de l'overtrading, toujours à chercher des opportunités. Si j'ai des setups sur du court terme, sur de l'intraday, eh ben, je rentre en position. Hop, mais pour le moment, j'en ai pas non plus énormément. J'en ai eu un moment, comme qu'on était dans cette phase ici de rejet à l'intérieur du tunnel 15 minutes, mais là, sur les 2 derniers jours, j'en ai pas spécialement eu. Maintenant, voilà, ça me permet de vous montrer que bah, trader, c'est aussi des fois ne pas avoir d'opportunité, de ne pas avoir de setup qui s'enclenche, de devoir patienter, de devoir bah, faire autre chose, hein, élaborer sa stratégie, comme je l'ai dit, comme ce qu'on va voir juste après, mais on n'est pas ici dans de l'overtrading où moi, j'ai pas besoin d'avoir 300, 400 trades par an. Non, moi je sais que j'ai une moyenne qui est assez faible en termes de trades par an. Je tourne en général entre 70 et 80 trades par an. Il y en a qui vont dire waouh, c'est très peu. Ça dépend du style de chacun. Moi, ça me suffit amplement. Ici, je parle vraiment de trades court moyen terme, hein. Je parle pas des positions long terme que j'ai pu prendre, comme vous avez pu le voir récemment par exemple sur Hyperliquid, où ça, je parle pas spécialement de trading court terme, hein, mais on est plutôt sur des positions moyen voire long terme que je n'inclus pas dans les 70-80 trades que je prends par an. Et même cette année, je pense que je terminerai l'année avec moins de 80 trades. On verra, on ne peut pas anticiper comment ça évolue, mais c'est comme ça on est dans le concret ici, hein. Je vous l'ai toujours dit, on est dans le vrai. Mon but, c'est pas de vous dire, ah oui, vous allez prendre 50 trades par jour, ça va être trop simple, vous allez, au bout d'une semaine, être le meilleur trader du monde. Non, on est dans le concret. Quand je vous dis que le marché est compliqué, je vous dis qu'il est compliqué. Quand je vous dis que j'ai pas d'opportunité, j'ai pas d'opportunité. Et quand je vous dis que le marché, il est intéressant à trader, comme ça a été le cas ici pendant quelques mois de début avril à fin mai, où il y avait énormément d'opportunités sur BTC, mais aussi sur les altcoins, et moi je vous le dis également. Et le marché, il passe par des phases comme ça. Ici, ça a été un marché qui a été plus compliqué à trader dans cette phase-là, ok, où moi j'ai surtout réduit mon exposition, et qu'on est reparti à la hausse, bah, il y avait des opportunités. Le marché est cyclique, d'accord, il y a toujours des phases de hausse, des phases de baisse, des phases de latéralisation, et il y a des moments, en fonction de votre profil, en fonction de votre stratégie, ça peut être des moments où il n'y a pas grand-chose à faire. Moi ici, j'ai rétabli ma stratégie. Si on reparle des dernières cryptos qui m'intéressaient, je vais les renoter. C'est BTC, ETH, SOL
est hyper liquide, d'accord? Pour le moment, tant qu'on n'a pas d'altcoin season, tant qu'on n'a pas une confirmation sur la Bitcoin dominance, tant que nous sommes dans une phase d'hésitation d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue économique, qu'on n'a pas énormément de liquidité qui est investie sur les marchés, je préfère me concentrer sur des cryptos qui sont fortes et des cryptos qui ont montré comme quoi bah, ils étaient performants sur les derniers mois, voire les dernières années. Actuellement, mes 4 cryptos, j'en ai déjà parlé à un moment, et c'est les 4 que j'accumule le plus ces derniers temps, BTC, ETH, Sol, hyper liquide. Et encore Sol, un peu des signaux de faiblesse ces derniers temps, je n'en ai pas réaccumulé. Donc voilà, ça c'est les 4. Après, je possède d'autres cryptos dans mon portefeuille long terme. J'ai du Tao, j'ai du RSR, j'ai du Telnik. Qu'est-ce que j'ai en tête comme ça? Faudrait que je fasse la liste. J'ai du Dodge, j'ai du Atom, bon, c'est un peu des cryptos morts. Voilà, j'ai des cryptos quand même qui performent bien. Tao, j'ai un très bon prix d'entrée. RSR également, voilà, j'ai ces cryptos-là. Maintenant, c'est des cryptos que je ne renforce pas actuellement. Pourquoi? Parce qu'il me manque ici une preuve sur la Bitcoin dominance, une preuve comme quoi les altcoins sont prêtes à surperformer. Et on a eu des signaux intéressants, mais pour le moment, on voit que bah, voilà, ça c'est un signal qui est intéressant. Mais comme je vous l'ai dit, attention, on est juste sur un rejet, d'accord? Beaucoup trop tôt pour parler de retournement. C'est comme là, on a un rejet, trop tôt pour parler de retournement. Comment on voit qu'on a un retournement? Eh ben, c'est tout simplement un M-top, une structure de retournement. Ça, c'est le genre de signal qu'on aime bien avoir. Ici, on n'en a pas. Et on voit qu'on a une hausse de la Bitcoin dominance. La prochaine target, c'est les 66%. Allez chercher 0,786. Et ensuite, si vraiment on doit aller plus haut, on a le niveau des 70-71%. Là, honnêtement, déjà, je voyais du mal la Bitcoin dominance s'installer au-dessus des 60%. Pour ceux qui ne le savent pas, la Bitcoin dominance, c'est quelle est la représentation de Bitcoin au niveau du market cap comparé aux autres cryptos. C'est-à-dire qu'on prend le market cap du BTC, on prend le market cap de l'entièreté des autres altcoins et on mesure bah, la part de BTC là-dedans, la dominance. Et là, actuellement, BTC représente 65% de l'ensemble du marché crypto. C'est énorme, c'est clairement énorme. Moi, je vous l'avais dit, c'était mon plan. J'avais de fortes convictions comme quoi on rejette au niveau des 60%. On a eu un rejet, mais on n'a pas eu un retournement de tendance. C'est pour ça que je n'ai pas non plus fait all-in dans les altcoins à ce moment-là, parce que même si j'avais des convictions, il me faut une preuve comme quoi mes convictions sont fondées avec un signal sur le marché. Même si on a eu un signal intéressant, et je l'ai clairement dit, vous pouvez regarder mes vidéos, je vous ai dit, c'était pas mal ce qu'on avait. Le fait d'avoir réintégré, c'est pas quelque chose que j'ai aimé de mon côté. Maintenant, 70% pour moi, plus on va aller haut, de toute façon, plus si on a une altcoin season, elle pourra être importante. D'accord? À voir maintenant si on a de la liquidité qui rentre dans les marchés, mais il faut être prêt et il faut accepter de changer de biais rapidement. Maintenant, c'est pour ça que, comme je l'ai dit, actuellement, le marché me montre qu'on n'a pas d'alcoin season, même si elle se fait attendre, et je pense qu'elle aura lieu. Je pense pas qu'elle sera comme 2021, mais je pense qu'elle aura lieu à un moment. Elle se fait attendre, oui, c'est la vérité, mais tant qu'elle se fera attendre, et je ne sais pas pour combien de temps elle va se faire attendre, moi je préfère prendre des actions concrètes et me dire pour le moment je n'en ai pas une, je me concentre sur des altcoins ou des cryptos intéressantes. BTC, ETH, Sol, hyper liquide. Voilà, c'est les 4 actuellement. BTC, je ne peux pas rentrer en position actuellement parce que on est trop haut sur du long terme. Là, je parle sur du long terme. Je parle pas sur du trading court terme. Je parle sur du long terme. On est trop haut. Donc, moi, je ne peux pas rentrer sur BTC là où on se trouve actuellement. Il faudrait retracer comme j'ai pu rentrer en position lorsqu'on est revenu chercher 80 000, 75, 78 jusqu'au plus bas là, 75 dollars. Là, j'ai renforcé parce que c'était des niveaux intéressants. BTC, pour le moment, je ne me concentre pas dessus parce qu'on est sur des niveaux trop hauts. Ether. Hop. Donc là, je vous parle un peu comment je souhaite rentrer en position. Ether, ici, je ne renforce pas. Par contre, si on revient chercher 2200 et qu'on a une réaction acheteuse, c'est des niveaux que potentiellement je pourrais rentrer en position. Si on a une réintégration des 2200 dollars, je vais alors patienter et voir si on va plus bas, si on a à nouveau une réaction acheteuse. Mon Ether, j'en ai renforcé. J'ai même été au-delà de l'exposition que je pouvais avoir. Pourquoi? Parce que je ne m'attendais pas à Ether revenir chercher les 1400, 1500 dollars. Okay, c'était très peu probable selon moi. Je dis pas que j'ai mis le scénario de côté et que c'était impossible et que je me suis fait piéger. Non, mais du coup, j'ai tapé un peu dans ma réserve de cash dans ce genre de cas extrême. C'est pour ça que on est reparti assez vite parce que j'estimais que c'était clairement sous-évalué. C'est pour ça également que j'ai pris des profits après un plus 70% sur Ether parce que j'ai entamé ici une partie de cash que j'entame très rarement parce que c'est dans des
situation assez extrême, vous voyez, c'est par exemple si le BTC revenait chercher 50 000 $, là ça serait ma portefeuille, mon cash plutôt extrême, où c'est pas le scénario le plus probable. Donc dans ce genre de cas, en général, je prends mes profits quand même assez rapidement, pas tout, mais au moins pour récupérer un peu de cash au cas où on fait le même type de mouvement sur Ether. Donc moi sur Ether, sur du long terme, les niveaux qui m'intéresseraient, 2200 $, puis après ça va être tout ce qui retourne chercher sous les 2000 $ si on a une réaction acheteuse, si il y a la manière d'y aller, vous voyez, il y a la manière, est-ce que c'est suite à une grosse capitulation, suite à une news, est-ce qu'on a vraiment de l'acceptation, est-ce que, voilà, il y a le contexte de pourquoi on va chercher également ce niveau-là. Donc tout là, pareil, si on retourne sur Ether, chercher ce niveau-là, c'est une zone qui va m'intéresser. Au niveau de Solana. Alors Solana, moi, je suis, pas mal sorti. J'avais renforcé au niveau alors Solana, hein, historiquement, moi, j'ai des très bons prix d'entrée aux alentours des 30 $. J'ai pas le point le plus bas à 8 $, mais j'avais renforcé, un peu ici, au niveau des 30 $. GTP, une partie à ce niveau-là, 120 $. GTP, une partie, c'était, j'ai plus le prix exact, mais c'était à ce niveau-là, OK? Et j'ai fortement renforcé sous les 120 $. J'ai mis des ordres en mode épuisette pour ceux qui se souviennent. Et GTP ici, parce qu'on avait un signal de faiblesse. On voit que Solana est toujours dans son range. Si Solana revient chercher sous les 90, 100, 100 $, 90 $, ici, j'ai des ordres en mode épuisette. C'est un niveau intéressant qui m'intéresse sur Solana pour rentrer en position et éventuellement prendre une mèche là comme on a eu ici. Là j'ai pas mal d'ordres qui sont faits exécuter et oui c'est reparti assez vite et j'ai pu prendre mes profits ici après un plus 60, plus 70%. Donc Solana c'est toujours une crypto qui m'intéresse, mais parmi les 4 que j'ai annoncées, c'est celle où j'aurai la plus faible exposition parce que on entend moins parler de Solana, il n'y a plus trop de hype en ce moment et je préfère me concentrer sur une crypto qui elle clairement il se passe des choses. Je vous le dis, hein, c'est mon chouchou, c'est voilà, c'est la crypto qui m'intéresse le plus actuellement, c'est celle où j'ai fait le plus de perf en 2025. Et voilà, c'est quand ça se passe bien sur une crypto, faut continuer. Pourquoi mettre cette crypto de côté et se concentrer sur d'autres cryptos qui sont mortes alors qu'il se passe quelque chose sur Hyperliquid? Il y a une communauté, ça build. Maintenant, ici, je vous l'ai dit, on est arrivé sur des niveaux où, d'un point de vue psychologie de marché, j'aime pas trop ce qui se passe. Beaucoup de gens en parlent, beaucoup rentrent en position. Et pour moi, on a besoin de purger un minimum de personnes. C'est pour ça que GTP, hein, je vous l'avais dit, GTP 50% de l'entièreté de mon exposition. Hyperliquid, j'avais mis des ordres en mode épuisette. Là, j'avais mis une dizaine, quinzaine d'ordres. 1, 2, 3, 4, ça. Voilà. De toute cette zone des 18 $ aux 10 $. Plein d'ordres en mode épuisette. Tous se sont fait exécuter. J'avais un prix moyen d'achat au niveau des 13 $. GTP une partie là. GTP une partie là. 25%, 25%. Il me reste 50% d'exposition sur Hyperliquid. J'ai remis des ordres en mode épuisette. Dans quelle zone? Toute cette zone-là. Ici, j'ai des ordres en mode épuisette, des ordres qui sont en attente d'être exécutés. J'en ai une quinzaine, d'accord. Je ne remets pas tout ce que j'ai TP sur Hyperliquid, mais j'ai une bonne partie ici qui est prêt à être exécutée. Et j'ai quand même du cash au cas où on va plus bas. Je pense que le bottom sur Hyperliquid est in. Je pense pas, au vu de la charte qu'on est en train de faire, comme quoi on va revenir chercher sous les 10 $. Par contre, voilà, ici c'est une zone qui m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'on reviendrait chercher 0,382, 0,5 de retracement, qui est une bonne zone pour jouer le momentum de cette impulsion haussière. On serait déjà sur un bon retracement et surtout en confluence avec ce gros niveau de support, le niveau là des 26 $. Donc si on retourne chercher ce niveau-là, c'est un niveau qu'on ne doit pas réintégrer parce que si on réintègre ce type de niveau, on aurait de grandes chances de revenir chercher l'extrémité opposée, l'extrémité au niveau des 19 $. Donc moi, personnellement, je préfère fonctionner comme ça sur Hyperliquid. J'ai une quinzaine d'ordres ici en attente d'être exécutés, des ordres en mode épuisette. Si on a une mèche, si on y va rapidement, voilà, je rentrerai bien sûr en position. J'ai juste à patienter, j'ai mis des alertes, des alertes et ces ordres-là qui sont en attente d'être exécutés. Donc moi, le taf est fait de mon côté. Maintenant, c'est est-ce que le marché va venir me les exécuter ou non? Ça, je ne peux pas le prévoir. C'est le marché qui en décidera. Et comme je l'ai dit, si on va plus bas, pour moi, au vu du projet, je rentrerai bien sûr en position et j'ai quand même du cash au cas où on va beaucoup plus bas sur Hyperliquid. Donc ça c'est ma stratégie, vous voyez je fonctionne avec 4 altcoins, ils m'ont très bien récompensé 2025, après j'ai pu avoir des entrées assez intéressantes. Mais c'est des altcoins qui ont bien rebondi. Ouais, si j'étais resté focalisé sur des cryptos que j'ai, mais qui ne me proposent pas de performance, je prends le cas de Polkadot. Alors oui, on a bien rebondi, c'est un fait. Okay, on ne peut pas le dire le contraire, c'est que on a rebondi quand même. Alors bien, c'est un grand mot, mais on a bien rebondi, 50%. Alors comparé Hyperliquid, Ether, BTC, etc., c'est nul, d'accord. La différence, c'est qu'on a tout retracé.
Et on le voit ici. Donc moi, je préfère me concentrer sur des altcoins, des cryptos qui, sur les derniers mois, les dernières années, eh ben, ont montré qu'ils avaient un flux en momentum. C'est pas pour ça que ces cryptos, je n'y crois plus. C'est juste que je ne les renforce pas actuellement et ils représentent qu'un faible pourcentage de mon portefeuille. Et j'ai pas assez de confirmation technique pour pouvoir les renforcer. Et c'est là où c'est ce que je vous invite à faire. Posez-vous les questions. Quels sont les altcoins qui sont sortis du lot ces derniers temps? Je parle pas d'AVE, mais AVE, c'est une très bonne crypto également. Ou si on retrace, alors moi j'aimerais bien revenir chercher des niveaux plus bas, mais c'est également une crypto qui m'intéresse. Je ne l'ai pas mis dans mes 4 cryptos, je n'ai pas mis des ordres encore en mode épuisette, mais c'est une crypto qui est forte. Et ouais, c'est ce genre de crypto où vous devez vous concentrer. Prenez les cryptos qui performent bien ces derniers temps. Ne prenez pas les cryptos qui, certes, ont fait une très bonne performance en 2021. Je pense par exemple ici à EGLD, mais qui n'ont rien fait actuellement, d'accord, et qui ne font rien. On voit, bah, on a fait un rebond, certes, mais on a déjà tout ravalé. Moi, c'est comme ça que je compte procéder actuellement. Et si j'ai une Bitcoin dominance qui baisse, j'ai un signal assez intéressant, qu'on voit en fin d'année, on a une baisse des taux, on a de la liquidité qui revient sur les marchés, et qu'on a une altcoin season qui se lance, je pourrais rapidement changer de biais. Mais pour le moment, je préfère me concentrer sur 4 cryptos. En général, j'ai toujours été quelqu'un qui ne possédait pas énormément de cryptos. Le max que j'ai dû posséder, à un moment, je suis monté à 15, mais j'ai directement réduit parce que pour moi, c'est beaucoup trop. Ok, certains ont 50, 60 cryptos. Moi, je ne possède pas autant de cryptos et ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, c'est comme ça que je souhaite procéder, hein. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer en toute transparence, comme je dis, les 4 cryptos qui m'intéressent, ma manière de fonctionner. Si j'ai des ordres qui sont exécutés, je vous dirai un peu comment ça se passera pour la suite pour moi, comment je souhaite réduire mon exposition, où est-ce que je prendrai mes profits. Pour le moment, j'ai quand même du cash parce que j'ai réduit mon exposition sur ces niveaux-là, sur les cryptos. On avait fortement, ouais, sur BTC, enfin sur les altcoins, à ce niveau-là, je suis sorti, qu'on a réintégré. Je suis fortement re-rentré pendant toute cette phase-là et au moment du break des 95 000 dollars. Ok, je suis sorti ici au moment de la réintégration. Je suis à nouveau re-rentré à ce niveau-là, au moment de l'impulsion, et je suis ressorti ici. Donc là, un peu en mode cafouillage, en tout cas sur BTC, sur d'autres cryptos comme Hyperliquid, c'est différent parce que même en re-rentrant, eh ben, la crypto est tellement forte que j'ai pu sortir en positif. Mais ici, un peu en mode de cafouillage, mais là où on se situe, moi je préfère clairement réduire mon exposition. Je termine cette vidéo qui est assez rapide au final avec la question du jour. Hier, je vous ai dit, et on peut procéder comme ça pour la vidéo de demain également, je vous ai dit, mettez-moi en commentaire une question, que ça soit trading, investissement, stratégie, setup, exchange, peu importe ce que vous voulez, crypto, ce que vous voulez. Vous me posez la question et je vous réponds. Et le but, c'est que ça vous permette d'être meilleur, ça vous permette de progresser et j'en passe. On m'a posé une question, on m'a dit, oui Nico, des fois, tu mets des stop loss en mode, alors pas en mode automatique, c'est-à-dire pas comme sur un exchange, on va dire ici, si on va sous ce niveau-là, si le prix passe ce niveau-là, et ben tu coupes ma position. Ça va être des stop loss en mode clôture. Ces stop loss en mode clôture, j'attends bien entendu la clôture daily. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que mes positions long terme, je ne mets pas un stop loss comme sur du court terme, sur l'intraday, sur du scalping, je pourrais faire, parce que c'est différent, il y a l'utilisation d'effets de levier, donc il ne faut pas se faire liquider, donc automatiquement j'utilise un stop loss. Quand je suis sur du long terme, je n'utilise, alors je vais pas dire que je n'utilise pas de stop loss, mais c'est des stop loss en mode clôture, c'est-à-dire je vais attendre les clôtures pour pouvoir tout simplement sortir. Alors du coup on m'a posé la question, on m'a dit oui, mais du coup si tu avais prévu ton risque qui est ici, et au final le marché clôture à ce niveau-là, eh ben, il va y avoir une zone là que tu n'avais pas anticipé dans ton risque. Oui, bien sûr, ça c'est le cas. La différence, c'est que je ne peux pas me faire liquider. Donc, c'est pas comme si j'étais sur l'intraday ou s'il y a une mèche, je ne mets pas stop loss et on fait ça, je peux potentiellement me faire liquider. Ici, c'est l'inconvénient c'est le seul inconvénient de ce type de sortie, c'est que je peux sortir légèrement plus bas que si j'avais mis un stop loss. Parce que là, admettons, je mets un stop loss là, et ben je sors là. Par contre, si je mets pas de stop loss et je fonctionne en mode clôture et on clôture plus bas, bah, je vais clôturer plus bas, il va y avoir une petite perte. Maintenant, vu que je n'utilise pas de stop loss, je n'utilise pas de stop loss, je n'utilise pas d'effet de levier, je n'ai pas cette contrainte de me dire il faut absolument que je sorte, sinon je vais me faire liquider. Également, on est sur du long terme, on est sur du spot, ok. Donc ça va pas être la même amplitude que si j'utilise un effet de levier x50, x100. Et dans tous les cas, je vous dis ça, mais peu importe le levier que vous utilisez, ce qui compte, c'est la taille de votre position. Maintenant, c'est différent, comme je dis, le spot et le levier, parce qu'il n'y a pas ce niveau de liquidation qui peut arriver. Donc oui, sur du long terme, je fonctionne avec des ordres, enfin pas d'ordre, avec des clôtures, des sorties en mode clôture, c'est-à-dire quand j'ai une invalidation via une clôture, c'est-à-dire que ici, on sort, on passe sous ce niveau-là, et on a une clôture, je sors.
Pourquoi je fais ça? Parce que des fois, on peut avoir des mèches et des fois, on peut avoir des pièges. On peut avoir tout simplement une fausse cassure ou quelque chose comme ça et au final, on est de côté. Donc moi, sur du long terme, je préfère procéder de, cette manière. Le seul inconvénient, c'est oui, je peux sortir légèrement, plus bas que ce qui était prévu. L'avantage par contre, c'est que j'évite de me faire piéger et je préfère être comme ça parce que je suis beaucoup plus à l'aise. Sur du long terme, c'est beaucoup plus frustrant que sur du court terme de sortir alors que c'est le bottom et ça repart dans le sens opposé. Après, je dis pas que vous devez adapter, faire cette stratégie et la mettre pour vous. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je ne faisais pas au début. C'est même quelque chose il y a 2-3 ans que je ne faisais pas. Et là, je dirais depuis un an, c'est quelque chose que j'ai mis en place et je suis beaucoup plus à l'aise de fonctionner comme ça, c'est-à-dire attendre les clôtures, quitte à perdre un peu plus. Mais moi, je suis beaucoup plus à l'aise là-dessus. Et dans ce perdre un peu plus, je le prends bien sûr dans ma gestion du risque. Je vous laisse avec ça. Je serais curieux d'avoir votre stratégie, si vous pouvez le mettre en commentaire. Si vous voyez pas d'inconvénients, bien entendu, si c'est trop discret, secret pour vous, il n'y a pas de souci. Si c'est le cas, vous pouvez m'envoyer un message sur le Discord en message privé. Je pourrais vous donner mon avis, bien entendu. Et voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.